Bonjour et bienvenue dans ce mini-MOOC Les formations dédié à l'enseignement aux enfants. Aujourd'hui, pour cette deuxième capsule vidéo, nous nous centrons toujours avec Hélène Ventier sur l'éveil aux langues, le maintien de l'attention des enfants et la participation orale. Nous vous donnons, comme toujours, des exemples concrets et des outils pratiques pour la classe. Dans les autres parties de ce mini-MOOC, nous vous proposons des explications sur les spécificités du public, sur les approches à privilégier, mais nous parlons aussi d'évaluation et d'adaptation pour nos cours en ligne avec les enfants. Poursuivons donc notre entretien avec Hélène Ventier, qui est, comme vous le savez déjà, spécialiste de l'enseignement aux enfants mondialement reconnue. Je me souviens d'un récent numéro du Français dans le monde qui était dédié à l'enseignement aux enfants. On y parlait d'éveil au langage et d'éveil aux langues qui consiste, et je résume très grossièrement, à favoriser l'observation, l'analyse, la comparaison de signes provenant de plusieurs langues et de cultures différentes. Cela a pour objectif d'aider les enfants à être conscients de leur usage de la langue et de leur perception du monde. Cette approche tentait également d'aider à une meilleure intégration des enfants issus de différentes cultures et parlant d'autres langues. Comment est-ce qu'on peut envisager d'intégrer les apports de l'éveil au langage dans notre cours de FLE au jeune public? Alors, je vais citer Michel Candelier rapidement qui nous dit qu'il y a éveil aux langues lorsqu'une part des activités porte sur les langues que l'école n'a pas l'intention d'enseigner et qui peuvent être ou non des langues maternelles de certains élèves. Il s'agit par conséquent d'un travail global, le plus souvent comparatif, qui porte à la fois sur ces langues, sur la langue ou les langues de l'école et sur l'éventuelle langue étrangère apprise et enseignée. Ici, il s'agira en l'occurrence du français langue étrangère. Cet éveil aux langues s'intéresse donc au rapport entre les langues et les cultures, aux relations entre les langues, au langage verbal et non verbal, au fonctionnement du langage oral et du langage écrit. D'accord. Et donc, je suppose que cette approche, elle va agir de façon sur différents domaines chez l'enfant, le cognitif, l'affectif, le social. Ça veut dire que l'enseignement du français devrait permettre autre chose, finalement, que l'apprentissage d'une compétence communicative? Mais oui, tout à fait. Et on l'a déjà évoqué là, dans notre entretien, puisque l'apprentissage du français doit absolument permettre un éveil au monde, une ouverture au monde, une ouverture à la diversité du monde, une ouverture à la diversité linguistique, une ouverture à la diversité culturelle du monde. En fait, nous sommes des enseignants de français, mais nous sommes aussi des éducateurs. Nous travaillons avec des enfants. Et on enseigne, mais on souhaite aussi, il me semble que c'est très important, développer des valeurs humaines, des valeurs citoyennes, des valeurs de citoyenneté ouverte chez nos élèves. Et donc, l'apprentissage d'une langue étrangère avec l'ouverture sur la diversité linguistique et la diversité culturelle est un vecteur tout à fait approprié pour développer cette citoyenneté ouverte et tolérante que nous aimerions tant développer chez nos élèves. Oui, oui, naturellement. Alors, ça semble vraiment intéressant comme ça. Est-ce que vous avez de rapides exemples à nous montrer pour intégrer l'éveil aux langues dans le FLE? Alors, oui, de rapides exemples. Par exemple, dans Zigzag toujours, bien sûr, lorsque les enfants commencent à apprendre le français, on va d'abord s'interroger justement sur la diversité des langues du monde, le français étant une langue du monde, la langue parlée par l'enfant aussi, ou les langues parlées par l'enfant au départ, langue maternelle ou langue seconde, étant aussi des langues du monde, et on va, à travers l'écoute, à travers les musiques de ces différentes langues, essayer d'identifier le français, sa langue maternelle et d'autres langues du monde. On va essayer de les identifier et de les placer sur la carte du monde à travers leur musique, donc leur sonorité, mais aussi, et vous le voyez sur la diapositive, à travers leur graphie. Quelle belle découverte de découvrir, d'identifier toutes ces graphies à travers le monde qui sont des tableaux magnifiques, des graphismes formidables. Sur le plan esthétique,
c'est une vraie découverte et un vrai plaisir. Et apprendre une langue étrangère, c'est aussi permettre cette ouverture-là aux enfants. D'autres exemples, par exemple les onomatopées en lien avec les cris des animaux. Quelle découverte de se rendre compte que le coq n'a pas le même cri partout. En fait, l'onomatopée du cri du coq ou du cri du chat ou de la grenouille n'est pas le même à travers le monde. Enfin, c'est une réelle découverte interculturelle et ça nous permet des activités ludiques et absolument joyeuses dans la classe. Oui, j'imagine bien. Alors, on va rester dans les exemples concrets. On a rappelé l'importance tout à l'heure de l'attention chez les enfants. Alors, je sais que même pour des enseignants aguerris, on se demande toujours comment on fait pour capter leur attention et surtout pour la conserver. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur le sujet ? Alors, des conseils, oui, peut-être, mais vous savez, ça n'est pas toujours très facile, pour moi non plus d'ailleurs. Mais je dirais quand même que peut-être un des plus grands talents de l'enseignant consiste à justement canaliser l'attention des enfants, mais pas n'importe où. En fait, sur le bon niveau de traitement. Alors comment faire? Quelques pistes. Je parlerai d'abord de l'importance capitale du regard et des gestes, l'importance du corps de l'enseignant, de la posture corporelle, des gestes, de l'adressage du regard, importance dans la relation pédagogique pour le maintien d'une attention conjointe. Le corps est extrêmement important, le corps des enfants, mais aussi le corps de l'enseignant, et je dirais qu'il n'y a pas de langue vivante sans corps vivant. Donc, pensons à cela, la façon dont on gère notre corps et dont notre corps occupe l'espace, la façon dont on adresse nos regards dans la classe. Importante aussi la présence d'objets qui vont être des objets attrayants. Pour les plus petits, une mascotte qui va être évidemment un élément affectif très important. Des cartes images que l'on va pouvoir manipuler, qui vont permettre de contextualiser la langue, hein, ou des objets de la vie réelle qui vont permettre aussi d'accrocher le regard et l'attention des enfants. Alors justement, sur ces objets, je suppose qu'ils sont utiles tant qu'ils ne vont pas distraire nos jeunes élèves, n'est-ce pas? Alors, oui, moi je dirais qu'il y a effectivement absolue nécessité de créer des situations et des matériaux attrayants, mais pas distrayants. Je fais une différence entre attrayant et distrayant, c'est-à-dire des matériaux qui vont permettre de canaliser l'attention sur les éléments pertinents objet d'apprentissage. Donc, on doit effectivement rendre les choses attrayantes pour l'enfant, mais cela ne doit pas être au détriment du cœur de la tâche. On peut aussi contrôler l'attention des élèves, des jeunes apprenants, grâce à des exercices et des activités qui vont demander des efforts d'attention et de concentration. Par exemple, des activités phonologiques, des activités d'écoute, des tâches d'écoute. L'importance aussi de proposer des situations diversifiées, rythmées, ludiques et progressives, favorisant un engagement actif des enfants. Et puis, dernier point que je vais évoquer, là, par rapport à l'attention, la nécessité, bien sûr, de formuler des consignes claires et univoques qui vont créer chez l'enfant ce que j'appellerais un horizon d'attente clair, c'est-à-dire une représentation très claire concernant la tâche à réaliser. Bon, j'espère que ces pistes ou ces conseils permettront d'accrocher cette attention tellement importante dans nos classes. Alors, je n'en doute pas une seule seconde, mais alors, une autre inquiétude qui revient souvent chez nos collègues, c'est que même avec de bonnes stratégies pour l'attention, il est difficile de faire participer nos jeunes apprenants, de les faire parler alors qu'ils sont grands débutants en français. Est-ce que vous avez des pistes sur ce sujet, des conseils à nous donner? Alors, peut-être quelques conseils, peut-être. D'abord, il me semble que pour que les jeunes apprenants puissent parler, s'exprimer à l'oral en français, il faut d'abord qu'ils s'approprient les éléments langagiers
qu'ils devront utiliser. Donc, un premier conseil serait de favoriser à tout prix une écoute active, sans demander tout de suite aux enfants de répéter ou de nommer les éléments langagiers. Écoute active à travers des activités et consignes d'écoute, telles par exemple écoute et montre, écoute et touche, écoute et donne le bon numéro, etc. Donc, d'abord de l'écoute. Dans un second temps, il s'agira de proposer des activités ou des jeux permettant aux enfants de manifester leur compréhension orale à travers des réactions non verbales. Par exemple, des jeux de bingo, des jeux de jacadie, des jeux de tourne-cartes, des jeux du plus rapide, des jeux avec des flashcards, etc. Ensuite, arrivera le moment où les enfants auront mémorisé les nouveaux éléments langagiers et pourront les utiliser en situation de production orale dans le cadre d'activités ludiques très calibrées. De très nombreuses activités ludiques favorisant un engagement actif et coopératif des élèves permettent la production, l'interaction orale. Là aussi, les flashcards nous seront très utiles. Bon, je ne veux pas citer tous les exemples, il y en a de très nombreux dans Zigzag Plus et notamment dans le guide pédagogique de Zigzag Plus qui propose un nombre très très important de ressources autres que celles qui apparaissent dans le livre de l'élève au cahier d'activité et qui permettent beaucoup d'activités orales très interactives. Un dernier conseil relatif à la production orale, si je peux me permettre, veillez à ne pas introduire trop de nouveaux éléments langagiers à la fois qui satureraient la mémoire de travail de vos élèves et les empêcheraient de mémoriser et donc les empêcheraient de pouvoir utiliser le lexique et les structures langagières que vous avez introduites. Voilà, pour ces quelques conseils pour l'oral. En effet, alors merci. Justement, pour voir concrètement ce à quoi vous faites référence, je vous propose de suivre la diapositive qu'on regarde, de regarder de plus près un petit peu la leçon au marché qui fait partie du premier volume de Zigzag Plus, justement. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous décrire comment vous procédez dans une leçon? Alors, je vais très rapidement décrire les différentes étapes. Nous commençons par une situation d'écoute d'un paysage sonore pour contextualiser la scène et les enfants se retrouvent, ils entendent un marché. On entend des bruits, des marchands, des cris, etc. Donc, on commence par un paysage sonore. À partir de ce paysage sonore, on va introduire, toujours en contexte, le nom, ce sont les personnages, hein. On va introduire les nouveaux éléments langagiers, ici, les fruits que les personnages vont acheter. Donc là, c'est l'introduction des nouveaux éléments langagiers. On aura une étape suivante qui sera de la compréhension orale en remettant dans l'ordre les étapes d'une salade de fruits. Là aussi, on est dans du plurisensoriel puisqu'on a du sonore, du visuel et de la manipulation kinesthésique pour remettre dans l'ordre. Donc, c'est écoute, comprend avec une réaction non verbale. Ensuite, on passe, vous le voyez, à cette activité de Sudoku que les enfants vont réaliser avec leurs camarades. Et là, on va être dans la production orale seulement. Les enfants vont nommer les fruits qu'ils auront eu le temps, à travers des étapes, à travers les précédentes étapes, de mémoriser et de s'approprier. Et puis, en fin de séance, bien sûr, on va chanter une chanson parce que ça fait tellement plaisir de chanter une chanson qui va permettre, elle, à travers des structures répétitives, de s'approprier à nouveau, de consolider le langage, les nouveaux éléments langagiers qui auront été vus pendant la séance. Ouais, voilà un petit exemple de déroulement qui permet aux enfants de s'approprier les éléments pour pouvoir ensuite les utiliser. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir cette progression. Alors justement, pour parler, les enfants vont avoir besoin de certaines bases linguistiques en dehors du lexique, hein, la grammaire, la phonétique par exemple. Et je sais que dans Zigzag Plus, par exemple, vous avez créé la boîte à son de Pic Pic le hérisson, la boîte à outils de Pirouette la chouette. Je suppose que le but était de rendre ces contenus à la fois repérables, ludiques, amicaux.
Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Oui, alors le but, c'est aussi de rendre les enfants sensibles aux spécificités de la langue, à ses spécificités sonores et à son fonctionnement grammatical. Je le mets entre guillemets, vous remarquez, ça ce sont mes guillemets. Avec Pic-Pic le hérisson, ils vont partir à la recherche des sons du français. Et avec Pirouette la chouette, ils vont observer, ils vont interroger le fonctionnement de la langue pour comprendre, dans le cadre d'une approche comparative, contrastive, pour comprendre comment ça marche le français et comment on le fait fonctionner. Ok, donc si je comprends bien, ce que vous proposez, c'est que les enfants soient aussi les acteurs de leur construction de contenu linguistique, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, l'idée dans Zigzag Plus, c'est que nous travaillons avec des enfants qui cherchent eux-mêmes et qui trouvent eux-mêmes comment ça marche. Je le disais, les enfants apprécient beaucoup qu'on les considère comme des grands capables de raisonner, de déduire, de trouver eux-mêmes, alors que l'on a souvent tendance à ne pas leur demander sous prétexte qu'ils seraient trop petits pour le faire. Dans ces activités de la boîte à sons de Pic-Pic le hérisson ou dans la boîte à outils de Pirouette la chouette, nous rejoignons d'ailleurs la question de l'éveil aux langues dont nous avons précédemment parlé et de l'observation du fonctionnement des langues et du langage dans une approche comparative des langues. Comment est-ce que ça marche en français? Qu'est-ce que j'entends comme son en français? Et par rapport à ma langue, comment ça marche dans ma langue? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie du mini-MOOC Les formations sur l'enseignement du français aux enfants. Dans la troisième partie du mini-MOOC, nous reviendrons toujours avec Hélène Ventier sur le passage de l'oral à l'écrit et sur l'évaluation. Je vous rappellerai également certains aspects à prendre en compte pour l'enseignement à distance avec ou sans visioconférence. À très bientôt et merci.